Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Un verre à deux. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Sébastien qui est accompagnant alcool dans l'association Santé. Jean-Sébastien, comment vas-tu? Bonjour Léo, ça va très bien et toi? Ça va très bien, mais je suis ravi de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui pour parler de la question de l'évaluation des risques dans une démarche de RDR alcool. Et donc du coup, je vais te poser quelques questions et ma première sera, d'après toi, quels sont les risques spécifiquement liés aux consommations d'alcool auxquels la RDR alcool accorde une importance particulière? Alors c'est vrai que lorsqu'on travaille en RDR Alcool, on a une grille de lecture avec des éléments à évaluer en priorité. Moi j'aurais bien aimé commencer par dire que il me semble que dès qu'on est sur un accompagnement RDR Alcool, il faut avoir en tête que très souvent, pour les personnes qui viennent nous rencontrer, parler d'alcool à un professionnel, c'est déjà prendre un risque. C'est très compliqué de parler de ses consos, de dire qu'on est en difficulté. Et c'est normal. Les personnes qui consomment ont souvent été malmenées quand elles en ont parlé, que ce soit en famille, que ce soit dans les institutions ou près des professionnels. Alors oui, on a peur d'être mal reçu, d'être jugé, d'être stigmatisé. Quand on accueille des personnes consommatrices, on sait à quel point le premier rendez-vous peut être chargé d'émotions. Beaucoup de gens nous disent que c'est très difficile de franchir le pas, de décider d'en parler, de téléphoner ou de pousser la porte pour la première fois. Et de fait, elles arrivent avec un gros poids de culpabilité, de honte, de l'isolement, du repli sur soi. Et donc, le premier risque, c'est celui de venir nous rencontrer et d'en parler. Donc, d'où l'importance de mettre en place des conditions d'accueil qui permettront de réduire ce risque de la parole. C'est un risque inhérent, le risque de la rencontre, c'est un risque inhérent au métier de travailleur social, mais qui est peut-être encore plus sensible quand on vient parler de ces consos d'alcool. Donc, voilà, des conditions d'accueil qui permettront, dès le premier coup de téléphone, d'accueillir les personnes en les soutenant, sans les juger, en étant porteurs d'espoir. Tout ça va rendre possible une parole libérée sur la conso d'alcool. Pour ce qui est des risques liés directement à la conso d'alcool, il peut se dire beaucoup de choses dès les premiers entretiens. La plupart des personnes se connaissent bien et connaissent leur conso, et elles ont repéré dans leur conso ce dont elles veulent parler en priorité et ce qui leur pose souci. Donc c'est absolument essentiel d'écouter leur expérience et leur expertise sur leur conso. Pour nous les accompagnants, je dirais qu'il y a 3 points auxquels on va accorder une importance un peu particulière. Le premier, c'est la désorganisation des consos, avec les surconsommations, les sous-consommations. Le deuxième point, ce sera l'hydratation et l'alimentation. Le troisième point, ce sera les ruptures ou les abandons. Ok, super. Donc du coup, en effet, comme tu m'expliques, il y a ces premiers risques qui sont ceux d'être stigmatisé, d'être jugé, d'être mal accueilli, auxquels vous essayez de répondre par des pratiques d'accueil adaptées. Et donc derrière, tu me parles en effet de la question de l'hydratation, des besoins primaires aussi, de la désorganisation et celle des ruptures qui sont en effet très fréquentes chez les personnes en difficulté avec leur consommation. Et donc du coup, comment est-ce que vous arrivez, vous, à évaluer ces risques pris par une personne? Est-ce que vous avez des protocoles? Comment vous ciblez tous ces risques que prend la personne avec elle? Dès les premières rencontres, on va évaluer les risques dont la personne a conscience. Donc on est d'abord dans une phase d'écoute, puis on va travailler ces risques-là en continu. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque part pendant les entretiens la question du risque qui est présente. Même si, à santé, on n'est pas dans un discours sur la dangerosité de l'alcool, mais sur les modalités de consommation. On est plutôt, même tout à fait, dans un discours sur le prendre soin de soi. Ça change tout. On a échangé la dangerosité qui existe, il n'est pas question de le nier, mais on met en avant la question du prendre soin de soi, de prendre soin de ses consommations et de se regarder consommer sans se juger. C'est la première des choses. Donc, la plupart du temps, les personnes savent exactement les risques qu'elles prennent. Elles savent aussi exactement ce qu'elles cherchent, ce qu'elles trouvent dans l'alcool et à quel moment ça bascule.
Par contre, elles ont souvent besoin de faire un pas de côté, d'avoir un espace pour élaborer autour des possibilités d'améliorer leur pouvoir d'agir et leur qualité de vie. Donc en RDR, on va se servir de l'expérience des personnes et même de leur expertise. C'est un point qui est très important pour nous, c'est de rétablir les personnes dans une posture de sachant par rapport à leur consommation. Les personnes qui consomment depuis très longtemps, elles savent comment consommer, elles ont déjà des stratégies qu'il s'agit quelquefois de remettre à jour, qu'il s'agit de faire émerger, parce que des fois elles ont des stratégies mais elles ne s'en rendent pas forcément compte, d'en parler et de les améliorer. Alors nous, à Santé, pour évaluer, on utilise un recueil d'informations qui est assez précis et qui va permettre d'avoir un panorama assez juste et assez précis de la situation de la personne en termes de suivi médical, de suivi psychologique, de comment ça se passe au travail, en famille, dans le logement, dans la sphère amicale et sociale, dans les activités, si elle a des passions, etc. Donc au niveau des facteurs qui indiquent le risque, pour la conso, on va évaluer l'organisation de la consommation au cours de la journée. La régularité des surconsos ou des sous-consos, mais aussi la gestion du budget. On va interroger les modalités de consommation, c'est-à-dire est-ce que la personne boit vite, est-ce qu'elle a une idée du nombre de verres d'alcool qu'elle doit consommer pour être bien, à quel moment elle bascule dans la perte de contrôle. Et là, on va utiliser un repère qui est important pour nous, on va parler de verre bascule. C'est le verre à partir duquel on se met à enchaîner et où on perd un peu le contrôle de la rythmique à laquelle on boit. On s'emballe dans les consos. On va aussi évaluer les abandons, par exemple le désintérêt pour la nourriture, pour le soin de soi, le retard au travail, les absences, l'isolement, l'enfermement, la perte d'estime de soi, le suivi médical ou l'absence de suivi, la rencontre avec un psy ou pas. Ça, ce sont des éléments qui vont apparaître assez rapidement, mais dans le fil du discours. On va se rendre compte, lorsqu'on interroge les personnes sur leur manière de consommer ou de ce qu'elles font dans la vie, sur ce qu'elles font dans la vie, elles vont nous parler on va ressentir un isolement ou une détresse. Et on va déjà avoir ce repère-là en tête et y revenir peut-être à une autre occasion, mais on sait que ça existe. Donc c'est quelque chose qui est là dans le discours sans être tout à fait dit, mais qui apparaît d'une manière ou d'une autre. D'accord, je te remercie beaucoup. Du coup, moi j'ai entendu en tout cas des notions extrêmement intéressantes, comme la question de l'expertise des personnes, sur laquelle vous semblez quand même énormément vous reposer. C'est super intéressant parce que, comme tu dis, ça renverse un petit peu les choses, où c'est la personne qui consomme qui a une expertise sur laquelle le professionnel s'appuie. Par contre, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse, puisque tu m'as parlé plusieurs fois de certains concepts, comme celui de la désorganisation des consommations, des besoins primaires et la question des ruptures. Est-ce que ce seraient des notions que tu pourrais développer un petit peu ? Alors oui, la désorganisation des consos, c'est quelque chose d'essentiel. Dès les premiers rendez-vous, la désorganisation des consos, c'est tout ce qui va toucher au moment de suralcoolisation, au moment de sous-alcoolisation, qui peuvent être l'un comme l'autre dangereux pour la santé. Les risques liés à la suralcoolisation, c'est tout simplement les risques liés à l'ivresse. On connaît tous les risques liés à l'ivresse qui peuvent engendrer des pertes de contrôle, donc des mises en danger comme des conduites à risque, notamment sexuelles, mais aussi de l'agressivité, des pertes de repères, ça peut être des chutes ou des blackouts. Alors les blackouts, c'est ces moments où le lendemain on ne se souvient plus vraiment de ce qu'on a fait la veille et on s'inquiète un peu de ce qu'on a pu faire. C'est un peu very bad trip. Et évidemment, les surconsos, ça peut aller jusqu'au coma éthylique. Donc c'est vraiment un des premiers soucis, un des premiers risques qu'on a en tête lorsqu'on rencontre les personnes pour la première fois. Mais la désorganisation des consos, c'est aussi les risques liés à la sous-alcoolisation. C'est par exemple les arrêts d'alcool non maîtrisés qui peuvent conduire à des crises de manque. Alors, les crises de manque, ça peut se manifester par de la transpiration, des tremblements, de la confusion. Ça peut aller jusqu'au délirium tremens, aux crises d'épilepsie. C'est une urgence médicale. Donc c'est normal d'avoir un focus là-dessus, de toujours l'avoir en tête. La multiplication des arrêts brutaux peut être très dangereux pour la santé. Et il faut penser donc à dire aux personnes
qui constatent ces signes de manque, qui les ont déjà vécus, de se faire accompagner par un médecin, de ne pas faire de sevrage sauvage, de sevrage solitaire. Après, tu disais les risques liés à la déshydratation et à une alimentation insuffisante. Alors ça a l'air très basique, mais c'est essentiel. Il faut penser à boire de l'eau quand on consomme parce que l'alcool déshydrate et que la déshydratation provoque des gueules de bois plus grosses, de la fatigue, des crampes, des douleurs au dos, des douleurs à la nuque, des migraines. D'où l'importance de s'hydrater quand on consomme et d'alterner la prise d'alcool et la prise d'eau ou de soft. Alors nous, on a de très bons retours de la part des personnes qui consomment sur le jus de gingembre. Et c'est très très bon. Ça passe très bien parce que ça a un côté un peu râpeux. C'est c'est pas sucré, c'est pas plat comme de l'eau. Ça a un côté un peu râpeux et c'est un excitant aussi qui va intéresser au point de vue gustatif et même au point de vue un peu des effets les gens qui aiment bien consommer de l'alcool. Après, il y a les risques liés à une alimentation insuffisante. C'est encore très basique, mais c'est aussi essentiel. Il faut éviter de consommer à jeun parce que l'alcool est absorbé plus vite par le système digestif, d'où une montée d'alcool plus rapide et un risque de surconsommation et de perte de contrôle. Là aussi, on a des bons retours de la part des personnes qu'on accompagne. Sur des fruits secs, par exemple, garder des fruits secs dans le sac, partir avec une brioche, partir avec un morceau de pain. Alors, il ne s'agit pas de faire un repas forcément gastronomique avant, mais ne pas consommer à jeun. Ça, c'est aussi une des bases. Et c'est tellement évident qu'on n'aborde pas. On ne pense pas à l'aborder. Nous, c'est vraiment un cheval de bataille, quoi. Hydratez-vous, mangez quand vous consommez, c'est important. Le troisième risque, c'est les risques d'abandon et de rupture. Comme je disais au début, parler des consommations d'alcool, c'est très compliqué. À cause de la honte, de la peur d'être jugé ou stigmatisé. Donc on a tendance à s'isoler et se replier sur soi. Ça va engendrer aussi une dégradation de l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes et qui va être suivi par un certain nombre de ruptures. Alors, évidemment, ça peut ne pas être toutes les ruptures, mais c'est des choses qui reviennent sur lesquelles il faut avoir un œil. Ça peut être l'abandon de soins médicaux, l'abandon de soins de soi. Ça peut être des ruptures professionnelles ou familiales, parce que les consos sont désorganisés et massifs, parce qu'on va plus au travail, parce qu'on a du mal à être en famille et avoir une relation familiale avec ses proches classique et calme. Ça peut être aussi des difficultés dans la gestion financière, dans la gestion administrative, dans le logement. Ça, c'est les trois points essentiels sur lesquels on va travailler. Eh bien merci, et c'est vraiment super parce que tu nous ouvres, en tout cas tu nous aides à ouvrir notre champ de vision sur les risques liés à l'alcool, là où on peut parfois un petit peu se centrer sur des risques de maladies ou de maladies à venir ou de dépendance. Tous les risques que tu nous cites et tous ces concepts sont extrêmement intéressants. Et du coup, une fois qu'on a, en tout cas que vous avez rencontré la personne, procédé à un petit peu cette évaluation, ce regard sur tous les risques potentiels qu'elle peut prendre et qu'elle déclare prendre, comment est-ce que vous arrivez avec elle peut-être à déterminer les risques prioritaires sur lesquels agir? Alors ça va être avec la personne, toujours, c'est toujours la priorité. Le premier point, ça va être en fonction de ses choix et avec des échanges qu'on a pu avoir, de ce qui est possible pour elle et de ce qu'elle souhaite travailler en priorité. Beaucoup de personnes ont une idée précise des risques liés à leur conso et veulent travailler des situations précises qui se répètent déjà dans leur vie de consommateur. Ça peut être des blackouts, des mises en danger sexuelles, des chutes ou plus classiquement des pertes de contrôle liées à des surconsommations fréquentes. Pour d'autres personnes, ce sera des risques liés à l'épuisement. On oublie souvent, mais consommer, c'est souvent développer des stratégies pour ne pas être repéré comme consommateur. Et ça demande une énergie incroyable. C'est absolument épuisant. Nous, on a des personnes qui passent leur vie à essayer de ne pas être repérées dans leur conso. Au travail, en famille, dès qu'elles ont des loisirs. Tout est organisé autour de leur consommation et organisé autour de l'idée de ne pas se faire repérer. Donc ça aussi, c'est un des risques très importants qui est celui de l'épuisement lié à ces stratégies de dissimulation. Donc on va travailler en se basant sur les choix de la personne et après évaluation des besoins, on va compléter son analyse. On a toujours comme objectif de rétablir
comme je le disais tout à l'heure, les personnes dans une posture de sachant. Ils ont de l'expérience, ils ont une expertise dont il s'agit de tenir compte. Ils ont déjà tenté des choses, il y a des choses qui ont réussi, des choses qui n'ont pas réussi. Ils ont un pouvoir d'agir sur leur consommation. Quelquefois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais toutes ces stratégies qu'ils utilisent, c'est déjà du pouvoir d'agir. Il y a un pouvoir d'agir sur leur conso. Et lorsque les personnes arrivent, elles sont très souvent en prise avec une idée de fatalité par rapport à leur consommation. Quand on arrive à faire ressortir ça, qu'elles ont déjà du pouvoir d'agir et qu'elles ont déjà des trucs qui marchent, ben voilà, on les rétablit dans une posture de connaissance de soi, et aussi dans la certitude de pouvoir agir sur leur conso. Elles en sont déjà là. Donc il faut leur dire qu'elles sont déjà sur ce chemin-là, qu'elles le font. Ok, super, hein, merci pour tous ces éléments. On sent vraiment l'importance accordée à la personne. Cette démarche où vous ne vous positionnez pas, comme tu le disais, en tant que sachant, mais dans une démarche de co-construction qui s'adapte à chaque personne, à son expertise, à ses spécificités. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'on comprend en t'écoutant qu'il n'y a pas une manière de faire, mais tout un tas de situations qui peuvent sous-tendre diverses actions. Et si je devais avoir une dernière question pour toi, c'était d'après toi, est-ce qu'il existe des risques sur lesquels il est possible d'agir en premier recours, c'est-à-dire directement, sans procéder à une évaluation très poussée et que peut-être tout un chacun pourrait mettre en place s'il est dans une position d'aidant professionnel? Alors oui, il y en a plein. En fait, le premier risque, c'est le risque de l'isolement. L'isolement, c'est un des risques sur lesquels on peut agir en premier recours. Dire aux personnes de ne pas hésiter à engager le dialogue, de ne pas attendre, de s'informer, de poser des questions. La RDR, c'est un peu comme McDo, c'est venez comme vous êtes, n'attendez pas, on est là pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qui vous posent question, qui vous posent problème, on va essayer d'en parler, on va trouver le temps, on va trouver un espace. Briser l'isolement, c'est la première chose. Il y a des gens qui sont en mesure de parler d'alcool, c'est pas difficile de parler d'alcool. Une des premières choses que j'ai entendues lorsque je suis venu travailler ici, je ne savais pas trop parler d'alcool au départ. Et j'ai rencontré une personne qui était accompagnée ici et qui m'a souhaité la bienvenue en me disant tu verras ici, on sait parler d'alcool, c'est pas compliqué. Donc ça m'a vraiment aidé. C'est pas compliqué et parler d'alcool, c'est déjà éviter les premiers risques de l'isolement, c'est essentiel. Sur du premier recours, on peut aussi travailler sur la honte. C'est-à-dire on peut commencer à déconstruire les représentations sociales sur les consos. Il y en a plein. La personne qui vient et qui dit qu'elle est alcoolique. Le mot alcoolique, c'est un mot qui est banni de la réduction des risques. Parce que c'est un stigmate, parce que l'alcoolisme c'est une maladie et c'est aussi une insulte. C'est une des rares maladies qui est une insulte. On est rarement traité dans la vie de diabétique. Et par contre, on est traité d'alcoolique. Donc ça, c'est aussi très important de commencer à déconstruire les représentations sociales sur la conso, sur les mots qui font mal autour de l'alcool, sur les parallèles humiliants, etc. Et on peut aussi, en premier recours, travailler sur l'alimentation et l'hydratation. Les résultats sont rapides. Sur la gueule de bois, par exemple, c'est radical. Eh bien, écoute, Jean-Sébastien, merci pour tous ces éléments, pour ce temps d'échange qui, j'espère, sera aussi enrichissant pour vous qui l'écoutez que pour moi qui ai pu le réaliser avec toi. Sur ce, on va conclure cet épisode et vous souhaiter à tous une belle fin de journée et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Léo, à bientôt. Salut!